Salut, c'est Elsa, embarquez avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet. C'est tout de suite dans Quand la musique est bonne. Un podcast Fossa FM. Bienvenue dans un nouveau Quand la musique est bonne. Et aujourd'hui, je reçois Léco. Comment vas-tu ? Salut, ça va ? Super. Merci d'être présent pour ce Quand la musique est bonne. Merci à toi. Alors, on va évidemment parler de la sortie de l'EP parce que ça y est, il est sorti, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, il est sorti. Mais avant de parler de l'EP, je te propose de remonter un peu le temps. Oui. Quel est le premier souvenir lié à la musique que tu as ? Wow. Le tout premier souvenir que j'ai, c'est ma grand-mère maternelle. Mes grands-parents maternels sont venus d'Italie. Et en fait, ma grand-mère avait cette tradition de la vraie maman italienne. Donc le dimanche, elle faisait des boulettes pour la famille. Donc j'étais tout petit, je devais avoir 2 ans et demi, 3 ans maximum. Et j'étais le seul des petits enfants à avoir le droit d'être dans la cuisine avec elle. Donc elle m'asseyait sur la table. Ouais. Et pendant qu'elle faisait les boulettes, elle chantait des chansons traditionnelles italiennes. Et ça m'a vraiment marqué. Et t'en chantes encore ? J'en chante encore, non, j'en écoute beaucoup, mais j'en chante pas. Mais c'est le seul souvenir que j'ai de ma mamie. En fait, elle m'a laissé son petit cahier de chansons. Mm. Donc, il y a une page de recettes, une page de chansons à côté. C'est associé. Donc, ouais, c'est un petit... Ah oui. C'est chouette. Et comment est-ce que la musique, du coup, elle s'est invitée dans ton quotidien ? C'est très lié au spectacle, hein. On en a déjà parlé. Tu sais, j'ai grandi dans un parc d'attractions et tout ça. Donc, le spectacle, et il y avait des gens qui faisaient partie de l'équipe de spectacle qui faisaient de la musique et qui jouaient. Et là, par contre, ça a été vraiment mon premier vrai contact avec la musique live sur scène. Et en fait, j'étais fasciné par ça, quoi. J'étais là, un peu plus âgé, je dois avoir 6-7 ans. Et j'étais vraiment assis au bord de la scène et je regardais ça en me disant, mais c'est incroyable, quoi. Donc, ouais, premier contact live, c'est ça, ouais. Est-ce que tu crois que le fait d'avoir grandi dans un parc d'attractions, justement, parce que c'est quand même pas commun. C'est pas commun. Ouais. Est-ce que tu crois que ça t'a permis d'avoir une ouverture d'esprit ou une manière de réfléchir ou de voir le monde différemment ? Avec le recul, en étant adulte, oui, je pense que oui, clairement, parce que déjà la vie en communauté, parce qu'il faut faire avec tout le monde, avec tous les caractères, donc déjà c'est assez incroyable. On était une bande de jeunes, on avait tous le même âge, mais du coup il fallait qu'on s'apprivoise tous, donc ça oui. Et puis on faisait du spectacle, on était impliqués dans le spectacle, donc du coup il y avait aussi les relations directes avec les adultes, parce qu'on avait des rôles aussi assurés. Donc ouais, ça développe plein de choses. Et puis on rencontrait du public. Enfin, à l'époque, le parc, c'était 2500, 3000 visiteurs par jour, tous les jours, avec qui on devait avoir des contacts, puisqu'on faisait partie de l'équipe de spectacle. Donc les gens qui arrivaient du monde entier. Donc c'était... oui, clairement, ça propose autre chose. Je le sais, quand je parle de mon enfance, j'ai pas la même que celle de mes potes que j'ai rencontrés à l'école, par exemple, quoi. Ouais. Sur moi, mes week-ends, c'était pas aller faire du vélo avec mes potes, c'était aller enfiler mes bottes, mon chapeau et faire du spectacle à cheval, quoi. Tu faisais du cheval ? Oui, ça fait un petit moment que je monte plus, mais en fait, j'ai grandi avec ça. Mon père est moniteur d'équitation. Okay. Était moniteur d'équitation, faisait partie de l'équipe de France de horseball et tout ça. Ah ouais. Ouais, donc j'ai grandi avec des chevaux. C'est trop bien. C'est la raison pour laquelle mon père est dans le sud, en fait, parce qu'il est de l'est de la France. D'accord. Et il a descendu un cheval de compétition et il est jamais remonté. Je comprends. Voilà, les chevaux, quoi. Et toi, tu joues de la guitare aussi ? Oui. Depuis combien de temps est-ce que tu joues de la guitare ? Alors ça commence à faire un petit moment maintenant, mais je m'y suis mis très tard, en fait, parce que je suis vraiment... c'est ce que je dis à chaque fois qu'on me pose la question. C'est rien de péjoratif. Je me considère vraiment chanteur et je m'accompagne à la guitare. Je ne me considère pas du tout comme guitariste. Ouais, je me suis mis à la guitare, je devais avoir 17-18 ans. Donc quand même sur le tard, parce que j'ai commencé à chanter beaucoup plus jeune que ça. Ouais. Mais j'ai commencé à m'accompagner sur un morceau ou deux, avec des choses très simples. Et puis après, j'ai senti que c'était nécessaire de le faire de manière plus récurrente. Donc voilà.
Ouais, donc ça fait beaucoup, trop d'années, pour le dire. C'est vrai qu'on dit que quand on commence à 17 ou 18 ans, c'est tard, alors que finalement, on vit quand même vieux, donc c'est pas si tard que ça. Oui, non, mais tard dans le sens où quand finalement tu prends la décision de basculer de juste ta passion à le professionnaliser en tant que musicien. Souvent, quand tu discutes avec d'autres musiciens, en fait, c'est des gens qui ont pratiqué un instrument très jeune, et c'est ça qui a fait qu'ils ont décidé de devenir musiciens. Et moi, je pense qu'en fait, c'est le spectacle qui a fait que je voulais être sur scène. Et en fait, un des dommages collatéraux, ça a été de me mettre à la guitare. Je me dis, c'est cool aussi de jouer de la guitare. En fait, c'est venu par la suite, quoi. Okay. Et du coup, à quel moment, parce que tu as dit que tu as chanté avant de jouer de la guitare, oui. À quel moment est-ce que tu te rends compte que quand tu chantes, quand il se passe quelque chose? Aïe. Alors ça, non, c'est très particulier. J'ai mis beaucoup de temps à le réaliser, en fait. J'ai commencé à monter sur scène. Mon premier groupe, j'avais 14 ans. Ouais. Et on tournait beaucoup. On faisait beaucoup de dates à cette époque-là. Mes musiciens étaient déjà plus âgés que moi. C'était des gens qui avaient une quarantaine d'années. Donc des musiciens, c'était déjà leur métier. Ils tournaient beaucoup et tout ça. Et j'ai jamais pris ça comme juste un jeu. Je faisais sérieusement, mais je m'amusais. Je faisais ça sérieusement. Et en fait, il a fallu quand même beaucoup d'années. Pour le coup, je pense que ça fait... ça doit faire grosso modo 5-6 ans que je me rends compte qu'effectivement, il peut se passer un truc quand je chante. J'ai conscience de ça. J'ai toujours pas conscience du pourquoi. Je sais pas. Non, mais ça me fascine, en fait. C'est un truc qui me fascine. Et que ce soit moi ou n'importe quel autre artiste. Ouais. J'ai un de mes amis d'enfance qui est danseur étoile. C'est hallucinant, quoi. Le mec, il danse et il te fait pleurer en dansant. Donc j'ai du mal à le concevoir. J'ai conscience de ça, mais je trouve ça, c'est ça que je trouve magique, en fait. Bah, c'est la magie de l'art aussi, ouais. En fait. C'est ça. Est-ce que tu te souviens des premiers titres que tu as chantés? Alors, oui. Un des premiers titres que j'ai chanté, donc c'est un morceau de country qui est très à la mode dans les années 2000. Un morceau qui s'appelle Friends in the Low Places. Et c'est très rigolo parce que j'étais en concert du côté de Grenoble il y a 1 mois à peu près. Et en fait, il y a une personne qui m'a sorti de nulle part, qui m'a demandé ce morceau-là. Donc c'est quand même improbable, parce que je pense qu'on doit être 4 en France à le connaître et 2 à pouvoir le jouer. Et il m'a demandé ça, et donc j'ai joué le morceau, donc c'était fou, mais ouais. Ça fait partie, c'était vraiment des morceaux traditionnels de country, ouais. J'arrive de là. Donc, Oui, parce que tu as baigné aussi dans cet univers-là. Et oui, c'est ça, ouais. Donc l'écho, c'est ton nom de scène. Oui. Pourquoi ce nom de scène? Alors ça me fait rire à chaque fois, mais j'adorerais raconter une très très belle histoire à ce sujet-là. En fait, c'est simplement mon nom de famille à l'envers. Ah ouais? Ouais. Et ton nom de famille, il a un haut barré? Non. Après, on a rendu ça un peu sexy, mais et ouais, collé mon nom de famille. Et pourquoi est-ce que tu as décidé de mettre un haut barré justement? Alors c'est vraiment, enfin, il y a eu plusieurs choses. La première, je me suis intéressé à ça parce que je trouvais ça un peu plus sexy, c'est joli, ça donne une image. Et j'ai voulu aller plus loin. Avant de confirmer que c'était ça, je suis allé chercher et tout ça. Et en fait, ça renvoie. C'est une lettre qu'on utilise dans les pays nordiques. Et en fait, utiliser seul, ça renvoie justement à. C'est un hasard, hein, mais ça renvoie à l'écho, mais l'écho de la nature. Et donc, du coup, quand j'ai lu ça, quand j'ai appris ça, je me suis dit, bon, alors, validé. Ouais, c'est encore. C'est fou, hein. Mais... c'est des signes comme ça. Ouais. Que finalement. Au départ, c'était juste une envie de rendre ça un peu plus sexy, puis finalement, il y a un vrai sens, donc tant mieux. On pousse jusqu'au bout. Ouais. Alors, je vais un petit peu accélérer
Parce que je parle beaucoup. Non, pas du tout. Non, ce que ta carrière et ce que tu as fait, parce que tu as fait The Voice 5 en 2016. Oui. Alors, pour situer à ceux qui ne savent pas, c'est l'année où Slimane a gagné. Oui, exact. Est-ce que tu peux nous raconter cette expérience? Parce que c'est quand même une expérience assez particulière de participer à The Voice, de faire de la télé, tout ça. Alors, complètement. Et cette année-là, particulièrement, parce que malheureusement, c'est tombé l'année des attaques au Bataclan. Ouais. Alors, l'expérience est incroyable en réalité. Faut vraiment le vivre comme ça. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris et c'était fou parce que j'avais déjà une sacrée expérience de la scène avec des projets que j'avais eu avant, avec plein de choses. Mais ça, c'était vraiment quelque chose que je connaissais pas. C'est-à-dire, d'un coup, un prime studio télé sur TF1, c'est gigantesque. Là, on commence vraiment à... Enfin, on se dit que si vraiment demain la carrière se passe comme on veut, les scènes qu'on va faire ressemblent à ça, quoi. Ouais. Ça, c'est fou. Sauf que là, on a 2 minutes pour en profiter. Donc, c'est très, très court. Après, après l'expérience est folle. On est, les premiers jours, on est 250 quand même à enregistrer l'émission. Il y en a un gros tiers qui n'est pas diffusé. Et puis, on se croise. Donc, effectivement, c'est l'année qui a été remportée par Slimane. Mais cette année-là, il y a Slimane, il y a Claudio Capéo, il y a Arcadian, il y a MB14, il y a Philippine Lavray, il y a Tamara, une petite chanteuse canadienne. Enfin, donc c'est une grosse année quand même. Et c'est rigolo parce que, alors, pour la plupart, on sait. Enfin, moi, j'en ai perdu de vue certains. Pendant un moment, au début, avec Slimane, on était en contact et tout ça. Aujourd'hui, après, la carrière fait qu'on passe à autre chose, c'est normal. Hein, mais ça crée des liens fous, quoi. Donc, non, c'est l'expérience, puis l'expérience télé, les coachs, c'est une sacrée expérience, ouais. Qu'est-ce que tu as gardé de cette expérience que tu utilises encore aujourd'hui? Clairement, la partie professionnelle. La partie hyper cadrée, hyper organisée. C'est-à-dire que je joue dans un petit club ou que je fasse une première partie sur une grosse salle. J'arrive avec le même état d'esprit et c'est-à-dire que c'est très cliché, mais mon matériel est prêt, tout est opérationnel, je m'installe. C'est-à-dire que grande salle ou pas, en 10 minutes, je suis installé sur scène et on peut ouvrir le feu, quoi. Oui. C'est vraiment... Et ça fait partie des choses que j'ai appris sur le plateau parce que c'est tellement une grosse machine que c'est nécessaire que ce soit comme ça. Et de l'expérience m'a prouvé que c'était une bonne chose puisque là, d'avoir fait des premières parties, tout ça et tout, je suis arrivé avec vraiment tout d'optimisé et je sais que ça a pesé sur la balance, quoi. Et qu'est-ce qui se passe dans ta vie d'artiste entre 2016 et 2022, la sortie de Me and You? Il se passe un truc fou, c'est-à-dire que je fais ce que j'avais jamais fait jusque-là. Avant ça, j'avais un projet de composition. Je tournais énormément en festival, donc j'ai beaucoup de dates et tout ça. En groupe, c'était sous mon nom d'artiste, un autre nom d'artiste, mais en groupe. Et en fait, après The Voice, en fait, je commence à avoir beaucoup de propositions sous mon nom et tout seul, guitare-voix. On me demande beaucoup de choses en acoustique. Et finalement, je me retrouve à faire ça que j'avais jamais fait, et y compris à faire de la reprise que j'avais quasiment jamais fait avant. Mais c'est cool parce que ça me permet d'explorer plein de choses et de découvrir aussi des artistes et de faire des scènes que j'avais jamais fait jusque maintenant. Et puis je suis revenu à cette envie d'écrire et de composer et d'avoir un projet encore plus personnel. Et donc l'écho, et puis ça s'est concrétisé par la rencontre avec Julien, en fait, quoi. Donc voilà. Parce que pour revenir sur ce que tu disais pour l'acoustique, il y a des vidéos qui existent, notamment une reprise d'Imagine Dragon ou Zac Brown Band. Ouais. Bah ça c'est fou parce que c'est le petit retour en arrière, c'est le morceau qui m'a ouvert les portes de The Voice. Je joue dans une salle, c'est un concert j'étais encore avec le projet Country de toute façon, mais c'était en acoustique. Et en fait, je joue dans une salle pas très loin d'ici, parce que c'était à Berre. Ouais. Et on fait les balances et tout ça. Les balances sont finies, moi je me mets dans un coin et je joue ce morceau
qui est à l'époque le gros tube qui tourne aux États-Unis. Et une personne qui est là me filme avec son téléphone. Et elle me dit, bah tiens, regarde, j'ai filmé ça, tout ça et tout. Et sans me le dire, elle, en fait, l'envoie à quelqu'un de l'équipe qu'elle connaît. Et en fait, c'est ce qui enclenche le truc, quoi. Donc ouais, il y a des vidéos encore comme ça qui traînent, toujours pareil, qui correspondent plus trop à ce que je fais aujourd'hui, mais qui font partie de moi. Donc elles sont bien à leur place, quoi. Et justement, le premier titre que tu as sorti sous ton nom, Me and You, tu l'as fait et tu l'as dit avec Julien. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de votre rencontre et de la manière dont vous travaillez tous les deux? Ouais, alors la rencontre est particulière. En fait, on a été mis en relation par un ami commun qui tenait un pub sur Marseille à l'époque, dans lequel je jouais, dans lequel Julien jouait aussi, mais on s'était jamais croisés. Et un soir, je joue, et dans la journée, Julien m'envoie un message en me disant, bah, ce soir, un truc et tout. Bah, ok. Et puis, on se rencontre comme ça, on boit un coup après le concert. Et puis, finalement, on se dit, bah, écoute, on tente le truc, on se file rendez-vous dans le pub un après-midi, là, et on vient avec 2 guitares, et on discute, on voit ce qu'on fait. Tout ça. Et puis, finalement, on passe 2 heures à discuter de tout, de rien. On repart, et dans la nuit, je reçois un mail de Julien en me disant, tiens, j'ai écrit ça. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te parle pas? Et ce qui est fou, c'est que du coup, on a collaboré comme ça sur tous les morceaux. Le premier single qui est sorti, c'est Me and You, mais le premier titre qui a été écrit, en fait, c'est Close. Okay. Le premier morceau de l'Echo à avoir été écrit et composé, c'est Close. C'est fou. Donc c'est celui-là qui m'a envoyé en pleine nuit, qui est, comme je disais, certainement le plus personnel, parce que ça parle clairement de mon enfance directement et de la relation que j'avais avec mes parents. Donc c'était assez fou qu'en quelques heures, il capte. Qu'il m'envoie ça alors que moi, j'arrivais pas à écrire ça. Et que ce soit quelqu'un qui me connaisse pas. Finalement, c'est presque de la psychothérapie, hein, mais c'est quelqu'un qui me connaît pas, qui écrit mieux que moi ma vie. Ouais. C'est cool. Et justement, comment est-ce que vous travaillez? Parce que tu écris et tu composes, Julien aussi. Oui. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous parlez d'un thème? Est-ce que ça vient tout seul? Non, on parle pas. C'est vrai que c'est assez intuitif. On n'a pas spécialement de briefing ou de trucs sur tiens, j'ai envie d'écrire sur tel thème, j'ai envie de. En fait, c'est des idées qui viennent et on s'envoie des mails ou des messages en disant tiens, j'ai eu ça, j'ai eu cette idée-là, j'ai composé ça, j'ai écrit ça. Et on s'envoie des choses. Alors, des fois, Julien m'envoie un morceau avec un début de texte et moi je le finis. Puis des fois, j'envoie un texte et puis Julien met la musique dessus. Puis des fois, Julien m'envoie un morceau entier. Enfin, c'est vraiment. Des fois, j'envoie une idée de composition et j'ai une mélodie. J'ai pas forcément de texte et puis on travaille dessus après. Donc, on a un dossier comme ça avec peut-être 35-40 morceaux en attente. Ouais. En plus du reste, mais c'est des choses qu'on a là, qui sont en développement, et puis d'un seul coup, on a une meilleure idée, et puis on a un morceau qui vient d'un seul coup, donc on va jusqu'au bout, on le finit, donc voilà. Non, c'est un travail très intuitif et très, très connecté. Donc c'est pas si évident que ça à décrire, et puis en même temps, c'est hyper simple, parce que c'est très naturel, quoi. Et c'est toujours par mail que vous correspondez ou... Non, on s'appelle, on se voit, vraiment, c'est particulier parce qu'on est très 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 amis. Et donc c'est ça en fait le truc, c'est qu'on a une relation qui est très fraternelle, donc du coup, on connaît la famille de chacun, on part en vacances ensemble, on fait des choses vraiment que deux frères ensemble, quoi. Mais du coup, là, par exemple, on part une semaine à la montagne. Évidemment, les guitares sont dans les coffres et puis ça va écrire, quoi. On sait que ça va écrire, on sait que ça va composer. On ne descend pas de là si on n'a pas 3-4 nouveaux morceaux, quoi. En même temps, quand on vous voit, on pourrait croire que vous êtes frères. Oui, c'est ce que tout le monde pense et ça nous va très bien. Même si c'est moi le plus beau. Ça t'apprendra, Julien.
Alors, avant de parler un petit peu plus de l'EP, je te propose qu'on écoute I Try. C'est le titre avec lequel finalement j'étais un peu connue. Oui, Et exact. on en parle après. Avec plaisir. Seen you talk without a people, love without a people but me. You see, I'm stuck in between, stuck in this trap I am in. I wanna get out, erase my doubt. I wanna think about someone else but you. At least I try. And I don't even have to wonder why. Yes, I try. There's a hole in my soul on fire. Yes, I try. And I would run until you're running out from me. Never seen you cry. Your heart is cold as ice. Our relationship was full of lies. For your love I was blind. I wanna forget, wanna take that back. I wanna change this time and never see you again. At least I tried. And I don't even have to wonder why. Yes, I tried. There's a hole in the soul on fire. Yes, I tried. And I would run until you're running out from me. From me. At least I tried. And I don't even have to wonder why. Yes, I tried. There's a hole in my soul on fire. Yes, I tried. And I would run until you're running out from me. From me. Yeah, from me. C'était I Try de l'Echo qui est à mes côtés. Alors, c'est un titre avec lequel je t'ai connue. Ouais. Et après ce titre-là, il y a même eu Fireworks. Mhm. Avec ce titre, t'as encore plus affirmé, en tout cas de mon point de vue, ton style, ta direction artistique, de manière assez globale, puisque toi, tu vois les choses assez globalement, mais que ce soit dans ta musique ou dans le design ou dans les clips, tout ça, même ton look. C'est vrai que on voit que tout est réfléchi. Enfin, tu vois, tu vas pas te pointer en doudoune, quoi. Tu dis ça, tu dis ça pour aujourd'hui, c'est ça? C'est ça. Non, pas du tout. Non, mais c'est vrai bien sûr. que après, on sent quand même que t'as réussi à avoir tout, parce que je sais que tu forcément on maîtrise pas tous les mêmes choses, mais on sent ouais. que tu as que tu as toute une équipe derrière toi qui Oui, aussi oui, avec ouais. laquelle tu travailles tout le temps. En fait, c'est souvent c'est souvent ça. En fait, j'apporte les idées premières et après on affine ça avec l'équipe parce que on se laisse le champ libre là-dessus. Mais c'est vrai que l'équipe est dingue. Et effectivement, l'évolution, même moi je le sens, c'est pas. C'est vraiment l'affirmation ou la confirmation des idées et le travail de l'équipe qui dit OK, ça on le valide et puis on le pousse, on essaie de le pousser au max. Alors même là, ce que tu disais, que ce soit la DA, que ce soit le style, que ce soit plein de choses sur scène,
on a pris le parti pris d'un look particulier, mais ce look-là, on sait qu'il n'est pas encore abouti. On va le pousser encore plus loin. On va tenter des choses. Voilà. Le but, c'est de trouver le juste milieu entre on crée une identité qui soit remarquable très facilement et au milieu de 1000 personnes, mais en même temps qui soit très moi. En fait, c'est pour ça que je suis souvent à la base des idées et on développe ça tous ensemble. C'est parce que la seule chose qui me tient à cœur, c'est que ça me corresponde. Voilà. Ouais. Que ça soit représentatif de ce que je suis, de qui je suis. Et après, c'est en évolution. Donc ça c'est cool parce que c'est aussi une chose qu'on veut, quoi. C'est l'avantage de travailler. Alors, il y a Julien qui est avec moi, comme on disait, musicalement. Là, il y a Julie qui nous rejoint à la batterie. Et effectivement, il y a Eva qui manage le projet, Laura qui s'occupe de toute la partie DA, création, visuelle et tout ça. Et je sais que c'est parfois cliché de le dire, mais je le pense vraiment, mais d'avoir une majorité de femmes dans l'équipe, et en plus jeunes que moi, c'est vraiment... Il y a des fois, on prend des fous rires incroyables parce que on n'a pas du tout les mêmes références. Ça me fait mourir de rire. J'ai l'impression d'être un grand frère perdu avec une petite sœur à gérer, mais des fois, elles ont l'impression de devoir gérer un espèce de vieil ours un peu aigri, là. Et on rigole de ça, mais c'est génial parce que du coup, on croise les références, je donne une idée, puis elles vont dans des endroits où moi, j'avais pas du tout pensé aller, et en fait, ça me va. Au contraire, c'est cool, quoi. Donc, non, c'est une équipe folle, quoi. C'est ça qui est cool. Et c'est important pour toi de faire des clips, d'illustrer tes propos et tes chansons? Ouais, c'est important parce que ça rejoint du coup un peu plus la partie spectacle, et puis en fonction du morceau, alors il y a plusieurs aspects. En fonction du morceau, ça permet aussi d'afficher un peu plus qui je suis. Par exemple, là, le nouveau clip est un peu plus fou. Ouais. On est un peu plus dans la folie que dans le truc un peu sombre. Et puis on revient encore à cette histoire d'équipe. C'est-à-dire que Laura, qui s'occupe de toute la DA, de tout le visuel de l'équipe, enfin du projet, pardon, je laisse un vrai carte blanche. Ouais. C'est-à-dire que je donne le morceau, je donne le texte, carte blanche. Voilà. Comme je dis, la seule chose sur laquelle je me permets d'intervenir, c'est si jamais j'ai le moindre doute sur le fait que ce soit pas représentatif de qui je suis vraiment, alors on n'y va pas. On réfléchit à autre chose. En dehors de ça, si elle me dit d'un coup là, faut te déguiser en girafe et danser, à un moment donné, elle me connaît aussi. Elle sait que cette partie un peu farcie là, et que si ça m'éclate, on va y aller. Donc voilà, c'est une vraie carte blanche. Donc oui, c'est important de passer par les clips et les visuels, et puis de toute façon après, ça passe par là aussi. Hein. Oui. Et en fin d'année, tu as sorti le clip qui s'appelle Close, un titre qui est très personnel pour toi, qui parle de tes parents, qui d'ailleurs ouvre l'EP. Oui. Comment est-ce que tu leur as présenté ce titre ? Ça a été particulier parce que je l'ai joué en live avant de le sortir. Et j'étais super heureux de pouvoir proposer ce morceau-là à mes parents. Et de notre côté, ça a été très très pudique de ma part, c'est-à-dire que j'ai eu du mal à leur en parler et à expliquer le texte à mes parents avant qu'ils ne sortent. C'est-à-dire que je le jouais sur scène, mes parents l'avaient déjà entendu, sans trop savoir que c'était pour eux. Ouais. Et quand il est sorti, je me suis dit, bah non, là, va falloir que tu expliques ça quand même à tes parents. À un moment donné, il y a des gens qui... Enfin, je me suis retrouvé dans une situation, il y a un youtubeur très connu qui a fait une vidéo qui s'appelle « Mes abonnés ont du talent », et il m'a inclus dans cette vidéo, et il parle de Close justement, et il a eu les deux versions, la version acoustique et la version studio. Il a préféré diffuser la version acoustique, et finalement il finit la vidéo en pleurs. Et je me suis dit, c'est-à-dire que lui finit en pleurs parce qu'il est touché par le texte, et mes parents, je peux pas les laisser dans le flou avec ça, quoi. Pourquoi
Donc ouais, c'est venu après. J'ai mis un peu de temps avant de leur expliquer tout ça. Mais non, je suis très très fier de pouvoir parler de ça, parce que c'est des choses très positives en réalité. Comme je disais, j'ai une enfance particulière avec des très hauts et des très bas. Avec mes parents, on a traversé des choses folles, mais dans tous les sens du terme. Mais j'ai absolument aucun mauvais souvenir de ça. C'est-à-dire que même quand j'en parle de manière objective. En fait, ça a juste été des étapes qui m'ont rendu plus grand ou plus fort. Mais il y a zéro... j'ai vraiment pas de mauvais souvenirs de ces moments-là. Ouais. Même... Enfin, je me permets de faire une petite parenthèse, mais on a connu des moments fous. Mes parents gagnaient très bien leur vie. Et puis, du jour au lendemain, on a eu des gros soucis et on s'est retrouvés... la maison saisie par les huissiers, ça et tout. Moi, je rentre de l'école, il n'y a plus rien dans la maison. Ouais. Ils ont pris mes jouets, ce qui normalement est interdit par la loi, mais ils ne sont pas gênés. C'est-à-dire que j'arrive et moi, je passe mes prochaines nuits à dormir sur les coussins du canapé, posé par terre dans ma chambre. Et c'est pas... Enfin, j'en parle, des fois, les gens me regardent un peu. C'est pas du tout pathos, quoi. Ça s'est passé comme ça. Et puis, on avance. Parce que l'avantage, par contre, c'est que mes parents ont toujours été là et même quand ils avaient peu de temps à m'accorder, ils me l'accordaient pour de vrai. Et j'ai toujours eu des parents qui m'ont apporté de l'amour. Du coup, c'est des passages de ma vie, mais c'est pas du tout des mauvais souvenirs, quoi. Ouais. C'est pas, je veux pas du tout. C'est pas un fonds de commerce. C'est pas un truc. J'ai pas envie de devenir pathos avec ça. Ça m'intéresse pas du tout. Mais... Donc ouais, c'est un morceau qui est lourd de sens, hein. Parce que le titre, en fait, s'est transformé en Clothes. Au départ, c'est Clothes in the Microwave, donc les vêtements dans le micro-ondes. Donc on habitait dans ce fameux parc en Suez-la-Redonne. Moi, j'allais à l'école maternelle à Châteauneuf-les-Martigues. Ouais. On n'avait pas de voiture, donc on y allait à pied. Et en fait, l'hiver, pour pas que j'ai froid, ma maman me mettait mes vêtements dans le micro-ondes, quelques secondes, pour avoir des vêtements chauds, pour faire le trajet à pied. On dirait un début de film catastrophe, hein, mais en fait, pour moi, c'est le souvenir que j'en ai, c'est que c'était incroyable de voir ma mère mettre des vêtements dans un micro-ondes et j'enfilais un survêtement chaud pour aller à l'école. Et en fait, moi, c'est ça que je vois. C'était trop cool de voir mes vêtements chauffés. Et je mets un survêtement. En fait, c'est ça, quoi. Ouais. C'est vraiment pas du tout... ça vient me chercher parce que c'est mon histoire, mais c'est rien de négatif, rien de glauque. Enfin, c'est vraiment un truc... c'est des méga souvenirs, quoi. C'est tellement bien. Ouais. Toi, en fait, tout ça, tu l'as vu toujours de manière assez positive, en fait. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment... C'est ça. Les faits sont parfois lourds, mais il n'y a rien de... J'ai pas du tout... Alors, c'est pas que j'ai pas envie, c'est qu'en plus, j'ai absolument pas l'intention de pleurnicher là-dessus, parce que je trouve pas ça... pas si grave que ça, quoi. Bonjour. Je continue un peu avec les autres titres de ton EP. Il y a aussi le titre Hurt Out. Oui. Qui est certainement celui qui reste le plus en tête de tout ton EP. Ok. Celui-là, c'est la suite, en fait, c'est presque la suite de Clothes, en fait. C'est vraiment l'adolescent, le préadulte. Alors, c'est rigolo, j'ai toujours eu le paradoxe de... physiquement, j'ai toujours pris beaucoup plus de place que les autres. Mais le caractère, j'étais toujours très en retrait. Quelqu'un de très timide en société, en réalité. Ça a évolué, mais quand même, je me fais violence. Et en fait, ça parle vraiment de sortir vraiment... Enfin, c'est cliché, mais de sortir son cœur et de se dire, mince, à un moment donné, ma place est là, c'est cool, on y va, quoi. Et de grandir et d'être à sa place et de se sentir à sa place. En fait, j'ai pas moins le droit d'être ici que les autres. Oui. C'est juste ça. Alors, on parle de l'EP, en tout cas des chansons version studio. Mais est-ce qu'on peut parler un petit peu de la scène? Parce que la scène, tu la connais, tu la maîtrises maintenant. Tu as même fait une résidence au Sismic. Oui. Tu peux nous raconter un peu? Alors, c'est l'évolution de ça, parce que du coup, j'ai eu la chance de faire des belles premières parties, et ces premières parties-là étaient en acoustique, donc j'étais tout seul, guitare-voix, sur scène. Et
Et celle-là de résidence est la suite logique, c'est l'évolution de ça. C'est-à-dire que du coup, on est sur scène. La résidence, c'était une résidence de groupe. Donc on a pu bosser plusieurs versions live. Donc il y a la version où on est deux avec Julie, et moi à la guitare. Et puis il y a Julien aussi qui est là, guitare, clavier, tout le monde chante. Donc c'est vraiment l'extension du projet. Et ce vers quoi le projet tend pour le live. Ouais. Mais qui sera d'ailleurs sur scène Oui. ouais, le 22 au Makeda. Ouais. Est-ce que tu as une scène qui t'a marqué plus qu'une autre? On parle de l'écho ou on parle Non, de manière générale? De manière générale. Alors de manière générale, oui, il y a une scène qui m'a marqué plus que les autres. C'était avec mon tout premier projet. Donc je devais avoir 15 ans. Et en fait, on est booké sur un festival à Disney. Ouais. Donc déjà sur le papier, c'est quand même incroyable. Et on arrive là, et à l'époque, c'était dans Disney Village, et Disney Village était complètement différent. Au milieu de Disney Village, il y avait une scène gigantesque. Et donc c'était fou parce que c'était... Enfin, on fait les balances, il y a toujours du monde, c'est Disney, mais on fait les balances et on part de scène. Sauf qu'on n'avait pas eu toutes les infos. Et en fait, on faisait l'espèce de première partie du concert de la Starac à l'époque. Ouais. Donc c'était sorti de Starac. Donc on monte sur scène. Disney Village, c'est entrée gratuite. Oui. Et il y avait plus de 15 000 personnes, quoi. Donc j'avais je devais avoir 15-16 ans. Et ouais, là, je monte sur scène, on joue le premier morceau, et à la fin du premier morceau, je veux dire merci. Et en fait, c'est impossible. C'est tellement de monde, ça hurle. Et là, je me dis, waouh. Ah ouais, c'est ça qu'on veut. Du coup, voilà, donc ça m'a vraiment marqué, quoi. Après, il y a ça, puis les premières scènes à l'étranger, voilà, il y a plein de choses, mais ça, ouais, c'est vraiment... Tu as aussi fait les premières parties de Charlie Winston, et tu as même fait Virna Nova. Oui. Comment est-ce qu'on se prépare à une première partie? Parce que finalement, c'est vrai que les premières parties, malheureusement, c'est pas les personnes qu'on attend forcément quand on vient, et c'est peut-être un défi supplémentaire, non? Bah c'est toujours l'entre-deux, c'est-à-dire que si la programmation est la bonne dans le sens où c'est cohérent, finalement, c'est un public qu'on n'aurait pas atteint et qu'on nous offre presque. Donc il y a le défi de pas décevoir ce public-là. Et puis quand c'est pas notre public, il y a le défi il faut convaincre. Voilà. Donc oui, ça en est un à chaque fois. Puis en plus, les premières parties, c'est toujours particulier parce que c'est un concert, mais en même temps, ça n'en est pas un, parce que là, Charlie Winston, j'ai eu la chance de pouvoir jouer 30 minutes. Ouais. Ce qui, pour une première partie, est très cool, mais il y a des fois où c'est 20 minutes. 20 minutes, c'est 4 morceaux, quoi. Et en fait, il faut convaincre avec ça. Donc, il faut remanier la setlist, il faut penser... il faut trouver l'équilibre entre la setlist est efficace et en même temps, je joue les morceaux qui me prennent, qui me parlent le plus, parce que ça va être là que je vais les livrer au mieux. Donc, c'est un travail particulier de fond. Après, quand on y est, par exemple, Charlie, c'est quelque chose d'un peu particulier. Par exemple, le premier soir, au Sismic, il arrivait super à la bourre parce qu'il a raté son train, il a raté son avion, il devait arriver à 4h30, il est arrivé à 19h30, 20h dans la salle. Donc je le croise en speed au catering, et puis on vient me chercher dans ma loge, c'est à moi de descendre, donc je suis sur le bord de la scène derrière le rideau. La régisseuse me dit, écoute, on y va dans 3 minutes. Elle me dit, je pars dans la salle, et voilà, je mets un coup de talkie au régisseur plateau pour qu'il te fasse rentrer. Et au moment où elle part, en fait, Charlie arrive et il me cherchait. Je me suis dit, bon, il fait sa vie, c'est normal. Mais... Oui. Et en fait, non, il me cherchait et il est venu se présenter. Donc, j'ai trouvé ça déjà très cool. Ouais. Et il me dit, je voudrais te présenter. Est-ce que tu veux que je dise quelque chose de particulier et tout ça? Je dis, bah, non, enfin, franchement, c'est déjà adorable. Donc, je te laisse faire, quoi. C'est cool. Et j'ai l'habitude que les premières parties soient en général présentées par l'artiste, mais derrière la scène. Oui. Et en fait, pas du tout. Et il me dit, bon, bah, ok, j'y vais. Et je demande au régisseur, il y a Charlie qui veut un micro. Et Charlie me dit, non, je vais prendre le tien. Et en fait, il est rentré sur scène. Donc, même ça, il est rentré sur scène, il me présente. Et il a été adorable parce qu'il
il a dit à son public, parce qu'il faut être réaliste, c'est son public qui est là ce soir. Forcément, j'avais des gens qui étaient là pour moi ce soir-là, mais la salle est là pour lui. Et il a fini de me présenter en disant aux gens, soyez prêts parce que le spectacle commence maintenant. Et donc il y a une espèce d'adoubement de la part de Charlie qui fait que je suis monté sur scène et dès les premières notes, en fait, les gens étaient là, étaient attentifs. Et donc là, après, c'est peut-être une pression supplémentaire parce qu'il faut convaincre de suite, mais c'est déjà une grosse partie du travail de fait grâce à Charlie, quoi. Et le lendemain, à Montpellier, où il m'invite sur scène pour chanter le duo qu'il fait normalement avec Vianney. Et ce soir-là, c'est moi qui le chante, quoi. Ouais. Donc, c'est fou. Ah, mais après, le fait que tu aies fait sa première partie, c'est une méga histoire aussi. Oui. Non, c'est ça. Déjà, c'est lui qui choisit. Donc, c'est sur les dates où moi je suis, c'est lui qui dit à son manager, non, c'est l'écho qui... Donc, quand c'est l'artiste lui-même qui dit je veux tel artiste en première partie, c'est fou. Et puis, l'histoire du duo, on est Rockstar à Montpellier et il me propose ça peut-être 1h30 avant que moi je monte sur scène faire la première partie. Sauf que je connais son morceau, mais je ne connais pas au point de le jouer. Oui. Donc, je me suis enfermé dans la loge et j'ai appris le morceau en 1 heure. Parce que le soir, les gens qui sont là veulent l'entendre comme si c'était normal, comme si c'était prévu. Et puis c'est la partie de Vianney, donc tout le monde la connaît, donc il ne faut pas se tromper. Mais c'était génial, quoi. Oui. C'est trop bien, je suis trop content d'avoir fait ça. Tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a ta release party, c'est pour la sortie de ton EP, donc c'est le 22 février au Makeda. Oui. Comment est-ce que tu prépares cette release party ? Là, on l'a préparé grâce à la résidence, du coup. Et c'était vraiment ça, se mettre en condition de scène. Donc ça, et puis forcément, on répète. Il y a d'autres répètes qui arrivent pour préparer ça. Et le but, c'est et de jouer les morceaux et de construire un set cohérent et de bosser les enchaînements, de bosser plein de petits détails après qui entrent en compte, qui font que on passe d'un enchaînement de musique à un set un peu plus spectaculaire pour les gens, quoi. Donc donc c'est beaucoup de travail. Il y a du travail perso, chacun de notre côté. On se retrouve, on remet ça en commun en jouant, et puis voilà, et puis ça va évoluer parce que là c'est la release, et puis les dates qui viendront après en fonction de là. La release, l'avantage c'est que on a le temps qu'on veut pour jouer. Oui. Et si demain on est programmé sur des premières parties ou sur des festivals, il va falloir revoir la setlist encore une fois, parce que peut-être qu'on n'aura que 30 minutes à jouer ou 45 minutes, ou ça c'est des choses après, des choses qui se gèrent en amont, mais le travail de fond est fait, quoi. Donc ouais. Est-ce que tu as des premières parties d'artistes que tu aimerais faire? Ouais, bien sûr. Il y a plein d'artistes, qui me font rêver. On va voir ce qui se passe pour 2024, mais je sais que Yodelis repart en tournée. Par exemple. Donc on n'est pas très loin. Par exemple, on va voir ce qui se passe. Non, c'est ça. Et puis après, dans les rêves un peu fous, pourquoi pas Imagine Dragon, pourquoi pas Coldplay, pourquoi pas. Donc voilà, Chris Martin. Et si t'écoutes Fossa FM, non, mais si t'écoutes Fossa FM, parce qu'il écoute Fossa FM. Oui. Parce qu'il n'a pas le choix. Et non. Je ne savais pas, mais donc, on a un auditeur américain. Et voilà, et du coup, je lui demande en français. Oui. D'accord. Oui. Chris Martin, on veut faire la première partie de Coldplay. En plus, ce qui est bien aussi avec toi quand on te découvre sur scène, c'est que même si on a écouté ton EP, les titres sont différents. Tu arrives à faire des versions différentes, à nous les faire redécouvrir aussi. C'est le but, mais parce que c'est ma vision des choses. Même quand je vais voir d'autres artistes, par exemple Charlie, on reprend l'exemple de Charlie. Charlie, ce qu'il propose en version produite en studio, c'est très pop, alors que sur scène, c'est presque un gros concert de rock, quoi. C'est vraiment... Je pense que l'expérience de scène, l'expérience de concert, du live, pour moi, c'est quelque chose de super important. C'est-à-dire que je trouve ça cool d'être surpris par un artiste et de se dire, ok, j'aime bien ces morceaux-là. Et quand je vais voir en concert, tiens, il y a autre chose. Il se passe autre chose. J'ai déjà vu des artistes où c'est
la même chose. Et la partie un peu déceptive, c'est que justement, c'est la même chose et que finalement, bon, on ne sait pas trop quoi. Ouais. Est-ce qu'il vaut mieux écouter l'album ou, et voilà. Et puis c'est prendre des risques aussi. C'est aussi ça le jeu. C'est des risques qui sont maîtrisés évidemment, mais non, je trouve ça cool de pouvoir bosser et proposer autre chose. Alors, ton EP, il est sorti, ça y est? Oui. Qu'est-ce que ça te fait? Très très content parce que du coup c'est une première étape qui est franchie. On va se battre, on va le défendre au maximum parce qu'il faut le faire évoluer. Le but premier de l'EP, on l'oublie parce que c'est rentré un peu dans les mœurs de sortir des EP, mais le but premier de l'EP, c'est d'élargir le champ de vision et de donner lieu à un album par la suite. Donc on verra jusqu'où ça va. Là, le combat qu'on va mener, c'est clairement celui-là. Donc ça, et monter sur scène, aller le jouer sur scène, quoi. Voilà, donc encore une fois, on attend la marche d'après, on va la gravir et puis on va avancer avec l'équipe. Ça va être cool. Et est-ce que cette EP-là, parce que des fois, maintenant, ça se fait aussi, sera disponible en physique ou ce sera du digital et alors, ce sera pour l'album? Non, il va être principalement en digital, mais il va y avoir du physique également aussi parce qu'on me l'a demandé, puis que moi j'adore ça. Ouais. Donc oui, il va y avoir du physique aussi, mais qui sera, alors sauf si les choses évoluent, et tant mieux, qui dans un premier temps sera en distribution après concert. Ouais. Voilà. Et puis on est en train de voir, il y a certainement de la distribution qui sera faite sur certains points de vente aussi pour les artistes indépendants. Donc ça sera annoncé très certainement les Cultura, Fnac et tout ça. Donc voilà, et puis peut-être l'album très vite. Et ce sera en CD ou vinyle? CD. Parce qu'on n'a pas les moyens du vinyle. Extrêmement cher les vinyles. J'adorerais, hein, c'est fou. Hein. Ouais. Mais ou alors faire comme a fait Julien Doré sur son dernier album, qu'il a sorti également en cassette. Oui, ils font beaucoup ça. Je Luciani trouvais ça a fait tellement pareil. génial. Clara a fait pareil. Ouais. Ouais. Alors pour la petite histoire, on a fait ça en objet de promo pour les labels et les maisons de disques. En cassette? Ouais. C'est génial. Donc en fait c'est un boîtier. Alors attention, c'est de l'artisanat pur et dur. On a récupéré des boîtiers de cassettes. Ouais. Donc on a fait les fonds d'armoire de Tata et de Tonton. Ah ouais. Hein. On a fait des jaquettes Ouais. au bon format l'écho. Et en fait, on a mis dans la jaquette une clé USB. Parce qu'on s'est dit, par contre, c'est rigolo de faire des cassettes, mais il va falloir pouvoir écouter la musique à un moment donné. Donc on a pour les vraiment destinés aux professionnels. Et on sait que ça a marché parce qu'on a eu des retours cool. Trop bien. Parce qu'en fait, un boîtier de cassette en 2023, 2024 sur un bureau, ça emmerde tout le monde parce que ça prend de la place, ça met pas les fichiers droits, ça met pas. Donc en fait, on est obligé de regarder ce que c'est. C'est ça. Donc faites des cassettes. Ouais, de toute façon, quand il y a toujours un truc insolite qui sort du lot, ça interpelle forcément. Donc en fait, ça donne plus d'envie. Ouais, là, c'est rigolo parce que du coup, ça a été le choc des générations. J'ai l'impression d'être un vieux de dire ça, mais entre justement mon équipe et moi, parce que du coup, moi, je parlais de cassettes et il a fallu que, à un moment donné, j'ai dit, mais c'est ça. Là, une cassette, c'est un boîtier, c'est ça. Une cassette, c'est ça. Mais qui est cassette? C'est comme VHS. Non, mais c'est tellement drôle. Donc voilà. Elles sont devenues fans, elles me tannent pour faire des cassettes. Parfait. Du coup, tu parlais album. Est-ce que tu as une vision de possibles sorties ou pas du tout? Non, alors absolument pas. Là, on est vraiment sur l'EP et l'envie, le besoin de défendre ce projet-là. Ouais. La vérité, c'est que l'album sera possible avec d'autres moyens. Ouais. D'autres moyens, ça veut dire d'autres moyens financiers, mais d'autres moyens de support aussi. Donc clairement, label, maison de disques, voilà, des choses qui sont en développement aujourd'hui. Et de manière très honnête, hein, ce serait possible, à un moment donné, de faire un album. Aujourd'hui, il y a des boîtes de pressage qui sont accessibles, il y a plein de choses qui sont possibles, mais j'ai l'impression que c'est rien de péjoratif, mais j'ai l'impression que quand c'est fait dans ces conditions-là, et qu'en plus c'est distribué par l'artiste lui-même et qu'il n'y a pas de notoriété particulière, ce que je considère être, hein, c'est plus un ego trip qu'un projet à moyen long terme, dans le sens où
si c'est pour presser 200 albums et en vendre 8, c'est pas quelque chose de mal. Il y a des gens qui le font, ils ont raison de le faire, tant mieux, mais j'ai une vision de mon projet plus longue et plus solide que ça. Donc Universal, Sony. Je fais du name dropping depuis le début. Non, mais voilà, ça se passe par une structure plus forte, je pense. Oui. Donc, alors, on a parlé avenir. Oui. Et on a aussi un petit peu fait le tour dans le passé pour parler de ton parcours, forcément. Et justement, qu'est-ce que tu dirais au Fabien qui débute qui débute le chant, parce que tu as commencé par le chant, si tu pouvais lui parler. Ouais, que l'aventure va être folle, donc il faut pas lâcher l'affaire. Ça, c'est cool. Et puis que même aujourd'hui, elle est encore pas finie, donc bah oui. donc pas lâcher l'affaire. Et puis avec le recul, peut-être juste d'avoir un peu plus de confiance et de trancher un peu plus dans les choix que je fais. Me laisser un peu moins de place aux pseudo-conseils qu'on peut donner, qu'on peut tous recevoir en fait. Hein. C'est infernal, hein, mais j'ai l'impression que quand ça prend aux tripes, à un moment donné, il faut arrêter d'écouter. Faut y aller, quoi. Vaut mieux se planter et être allé au bout de son truc que de se dire ah ouais non nul, on y va. C'est pas faux. Voilà. Ah, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Merci à toi. Merci beaucoup, Elsa. Alors, je le rappelle, ton EP est disponible sur toutes les plateformes de streaming depuis aujourd'hui. Yes. Il sera aussi disponible en physique pour celles et ceux qui iront te voir. Tu seras aussi le 22 février au Makeda pour ta release party. Exact. Donc, n'hésitez pas à y aller. Venez. On va faire la fête tous ensemble. Mais bien sûr. Écoute, je te propose qu'on se quitte en musique. Oui. Sur un titre de l'EP, je te propose même de le choisir et de l'introduire. Ok. On va se quitter avec le single de l'album qui s'appelle Leave It All Behind et qui parle vraiment de lâcher prise, et c'est cool, quoi. De juste faites ce qui vous fait plaisir. Ça va faire du bien. En fait, si vous faites du bien, ça va faire du bien aux autres autour. Faites-le. Quoi de mieux pour se quitter. Merci beaucoup. Merci à toi. Don't know if you know it. You're something worth fighting for. It's your love I'm fighting for. When sadness comes so fast, there's nothing in the whole wide world, nothing but you. You're awake in my soul. Flowers on the bedroom floor. Spaceships coming, it's coming for you. Coming for you. Whoa, leave it all behind. Watch our love on the silver screen. Now we don't need anything. Whoa, leave it all behind. Leave it all behind. Our love is shining bright. You're the only one in this crowd. The only one to bring me back to life. You're awake in my soul. Flowers on the bedroom floor. Spaceships coming, it's coming for you. Coming for you. Whoa, leave it all behind. Watch our love on the silver screen. Now we don't need anything. Whoa, leave it all behind. Leave it all behind. Whoa, leave it all behind. Watch our love on the silver screen. Now we don't need anything. Whoa, leave it all behind. Leave it all behind. We're living a dream. Yeah, we know. We know. We're living a dream. Yeah, we know.